Hey, est-ce que vous recevez mes emails? Moi, je reçois vos emails. En tout cas, on va parler d'emails. Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue dans un nouveau webinaire ID3 Expert numérique avec Steve. Sir, yes sir. Puis je pense que Pat va sûrement parler aujourd'hui parce qu'on parle de email marketing. On va décortiquer, démystifier, on va parler un petit peu technique, mais on ne veut pas vous abrutir avec ça. On va vous parler marketing, bien entendu. Mais on veut juste vous faire le roadmap, dans le fond, avant d'embarquer dans un projet de email marketing. Qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi il faut penser? C'est quoi les questions que vous devez poser à votre technicien au pire? Et on va démystifier un petit peu tout ça pour avoir du succès. Et parce que, encore là, en 2024, le email marketing est très rentable comme façon de faire pour générer des ventes et des leads et entretenir des gens. Donc, c'est important d'avoir ça dans notre stratégie. Donc, on voulait en parler encore en 2025. Absolument. On va en parler. On va en parler. On va commencer en vous disant, par contre, de vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre chaîne Spotify, à notre page Facebook. C'est les endroits où on diffuse justement ces fameux conseils gratuits pour votre marketing. Donc, ça vaut la peine d'aller s'abonner. Vous allez être au courant au fur et à mesure qu'on fait du nouveau matériel. Ceux qui n'ont pas compris encore, on fait notre webinaire le premier jeudi de chaque mois donc, à 10 heures. Ouais. Donc, de façon régulière, depuis 4 ans maintenant. Donc, on vous donne plein de conseils comme ça. Si vous êtes nouveau dans le domaine, suivez-nous et allez écouter tout ce qu'on a déjà produit. Ça peut vous aider. J'ajouterais même de s'inscrire à notre infolette. Si ce n'est pas déjà fait, ça serait un plus. Ça serait un plus. Donc, avant de partir avec une idée, « Hey, je veux envoyer des infolettes. Yes, sir. » Ou « Je veux envoyer des emails pour solliciter. » Y a-t-il des choses qu'il faut faire pour être prêt? Oui, absolument, absolument. Bien, premièrement, il faut s'abonner à un service qui est d'envoi de courriel, comme on va en parler tantôt, mais comme Camlo, MailChimp, il y en a plusieurs autres. Donc, il faut s'abonner à ce type de truc-là. Okay, par la suite, pourquoi je ne pourrais pas envoyer des emails avec Gmail ou avec Yahoo ou avec Outlook? Bien, un email de masse, ouais. Ben, tu peux l'essayer, mais ça va bloquer les courriels. Les Gmail, les Hotmail, depuis la nouvelle loi, bien, premièrement, on ne peut pas envoyer des courriels à plus que X nombre de personnes. Là, si on fait un CC, mettons, on pourrait mettre 10-15 personnes, un groupe comme ça, mais on ne peut pas le faire pour 500 ou 1000 personnes. En effet. Quand c'est associé à notre nom de domaine, bien, ça va nuire à notre nom de domaine parce que c'est une procédure qui... Les courriels, les personnes reçoivent nos courriels, vont cliquer que c'est un spam, ça va nuire à notre nom de domaine à nous, qui est associé à notre image, à notre site web et tout ça. Donc, c'est à proscrire complètement, il ne faut pas faire ça. Donc, raison de plus pour ne pas faire d'autres trucs qu'on va nommer tantôt. Ouais. Donc, il faut vraiment avoir à moins qu'on envoie 10-12 emails, c'est correct, mais si on a une liste de courriels de 100-200 personnes qu'on veut envoyer des courriels à chaque mois, solliciter tout ça pour faire la business, jamais le faire directement par courriel, à moins qu'on fasse des courriels personnalisés un à un et qu'on l'envoie manuellement, mais là, c'est parce qu'on a beaucoup de temps. Donc, on passe par un système comme ça, MailChimp, et MailChimp, on peut passer MailChimp, Camlo, Super Impact, il y en a plusieurs autres qu'on peut passer par là. Ce qu'il faut faire, le mieux, c'est toujours d'avoir son propre domaine pour envoyer les courriels, parce que si on a un Gmail ou un Hotmail, comme je disais tantôt, à partir depuis un an. C'est un an à peu près, on ne peut plus, c'est bloqué quasiment automatiquement par toutes les réceptions. Ça tombe dans les spams. Pour utiliser, nous autres, on utilise Camlo ici au bureau. Ouais. Puis si vous avez un email ou un Gmail ou un Outlook, le logiciel va créer un email pour vous autres parce qu'on ne peut même plus l'utiliser. C'est ça. Je sais que Camlo le fait et Super Impact doit le faire aussi. Donc, il crée une adresse temporaire avec le nom d'utilisateur .mailchimp.com. Prévost aussi. J'utilise Prévost pour la même chose. Exact, c'est ça. Il crée mais il reste que ce nom de domaine-là, cette adresse courriel-là qui vous crée temporairement pour envoyer à vos clients ou à vos prospects. Ce courriel-là, des fois, tombe dans les spams quand même. Oui, donc, on est toujours mieux d'avoir notre propre nom de domaine, de se créer une adresse courriel associée à ce nom de domaine-là. Même si c'est une redirection vers notre courriel qu'on utilise à tous les jours et qu'on veut absolument utiliser celui-là. Puis, ce nom de domaine-là, bien, les logiciels vont nous donner des petits enregistrements ajoutés dans le nom de domaine pour certifier que c'est vraiment notre domaine. C'est des petits trucs qui sont un peu plus techniques, là. Ça s'appelle les DKIM, les DMARC puis les SPF. Donc, fait que ça, c'est
3 termes à discuter Ouais. avec votre technicien. Exactement. Quand que vous voulez faire de l'envoi de courriel, hey, j'ai besoin de mettre un DMARC, un SPF, puis un DKIM. DKIM, exactement, dans le nom de domaine. Habituellement, les logiciels de courriel comme tel, d'envoi de courriel là, comme Camelot et tout ça, ils nous donnent les enregistrements à aller ajouter. C'est pas très compliqué à faire. Fait qu'on va mettre ça dans notre GoDaddy, exemple. Ou Exactement, dans notre, à l'endroit où est-ce que le nom de domaine est hébergé, donc où est-ce que la zone DNS est hébergée et non où est-ce qu'on a acheté le nom de domaine, qui est deux choses différentes. On en avait parlé la dernière fois avec Patrice. Ouais. Et puis, c'est un enregistrement qu'on ajoute. Physiquement, c'est comme un petit fichier texte physiquement pour se le mettre dans notre tête, mais quand on l'ajoute, là, c'est une ligne de code là, qui est un exemple. Là, j'ai un petit exemple ici, vite fait pour un SPF, là, c'est genre V égale SPF1. Puis là, on dit include avec le nom de domaine. OK. Ce que ça veut dire, ça, mettons que votre nom de domaine est id3.com. Donc, include id3.com, ça veut dire que les courriels peuvent partir de ce nom de domaine-là. OK. Donc, si on veut l'envoyer à partir d'un autre nom de domaine, exemple. On pourrait en avoir plus qu'un. Oui, exactement. Puis quand on l'ajoute dans le SPF, quand on l'ajoute, on a aussi un autre petit bout à la fin là, qui est soit -all ou tilt. Le tilt, c'est comme un petit S all, là, mais là, je n'entrerai pas là-dedans. Là, mais donc, ils vont nous fournir le code à ajouter, puis on l'ajoute directement là. Exactement. Puis cette partie-là, le SPF, c'est pour vérifier que justement l'expéditeur est légitime. Donc, en ayant ajouté le nom de domaine dans notre SPF, ça veut dire que le logiciel de courriel qui envoie, et c'est légitime que le courriel parte de notre adresse, même si ça part de leur serveur à eux. En fait, oui, c'est ça. Le SPF, ce que ça fait, c'est que ça authentifie le serveur physique qui envoie le courriel. Quand on met id3.com, par exemple, c'est parce que c'est le même adresse IP, c'est le même serveur qui envoie les choses. En notre nom. En notre nom. Exact. Fait que c'est vraiment des noms de serveurs qui doivent apparaître là-dedans et non juste le nom de domaine. Ça fait juste justifier que, OK, cette machine-là sur Internet a le droit d'envoyer des courriels de la part d'id3.com. C'est ça. Super. Exact. Fait que on authentifie que Cyber Impact, Camelot, peu importe, a le droit d'envoyer en notre nom avec ce fichier-là. Exactement. Deuxième des choses. Mais de plus en plus, honnêtement, le SPF est plus nécessaire parce que les logiciels d'envoi de courriel, ils rajoutent un envoyeur. C'est un petit peu technique, mais ils s'arrangent avec ça. OK. La seule chose qui est vraiment importante, c'est le DKIM. Je vais te laisser l'expliquer un peu, mais je pourrais donner plus de détails sur ce que c'est. Ben, si tu veux Tu peux le commencer, faire? Ah, ça me dérange pas. je peux! Yeah! Tu peux y aller, je te vois frétiller, vas-y. Écoute, le DKIM, tout ce que c'est, dans le fond, c'est que le logiciel qui envoie le courriel utilise une clé privée, donc une clé encryptée, pour donner, dans le fond, pour signer le courriel. Fait que ça vient comme authentifier que, OK, la personne qui l'a fait, c'est avec cette clé-là. Puis on vient mettre dans notre nom de domaine la clé publique qui est associée à cette clé primaire-là. Parce qu'on comprend qu'il y a une clé primaire et une clé secondaire en encryption. Il faut que les deux soient ensemble pour qu'on puisse décrypter le message. Mais là, dans ce cas-là, ce n'est pas du cryptage. Sauf que là, ce que ça fait, c'est que les gens qui reçoivent le courriel, ils voient dans le courriel que ça a été encrypté avec telle clé. Alors, ils vont aller dans votre nom de domaine pour vérifier que c'est bien la même clé qui a encrypté le message, qui a signé le message. Donc, la seule personne qui peut envoyer des courriels, ben, c'est ceux qui ont la clé. Fait que c'est pour ça que chacun des logiciels qui vont envoyer vos courriels, ça se peut que vous utilisiez votre CRM, ça se peut que vous ayez un MailChimp. Chacun de ces logiciels-là va vous faire ajouter une clé DKIM différente parce que chacun a sa propre clé pour encrypter. Mais on vient tous les mettre dans le nom de domaine. On peut en avoir 2, 3. Fait qu'on authentifie chacun des logiciels qui envoient le courriel. Puis ça, c'est ça qui est le plus analysé par les Gmail, par tous les logiciels qui reçoivent le courriel, pour authentifier le courriel puis dire « Oh, ça, c'est vraiment la bonne personne qui l'a envoyé. » C'est ça. Parce que dans le fond, il y avait une problématique qui existait que le monde se partait des comptes un peu bidons et envoyait, après ça, spammait, comme on dit. Ouais. Mais là, en effet, depuis quelques mois, années, les grands receveurs, si on veut, le Gmail, Outlook et Live et tout ça, là, dans le fond, voulaient diminuer à la source le nombre de spams qui rentraient. Donc, ils demandent à tout le monde « Hey, c'est beau de partir un nom de domaine et d'envoyer des emails, mais là, on veut que tu t'authentifies. Donc, il faut que, justement, ça matche. Donc, les spammers, ça devient un petit peu plus compliqué, dans le fond, à se mettre ce processus-là en place. Là. Fait que, justement, on a un peu... On espère avoir un peu moins de spam, dans le fond, dans nos boîtes de cette façon-là. Là. Ouais, en fait, c'est ça. Ça élimine le phishing. Donc, ça élimine qu'un spammer se fasse passer pour vous. Parce que c'est très facile d'envoyer un courriel et de dire que ça vient de
mettons Microsoft.com ou du gouvernement du Québec, sauf que si les serveurs qu'ils reçoivent authentifient pour vérifier que c'est bien le gouvernement qui l'a envoyé, bien, ils ne vont juste pas vous le livrer. Ils vont le recevoir pareil, mais ils vont le être bloqué. filtrer. Fait que ça ne va même pas tomber dans les spams dans votre boîte de courriel. Vous ne le recevrez même pas. Dans le fond, il va être bloqué à la source. Exactement. Fait que c'est encore mieux. Exact. Puis un autre petit truc qu'on peut ajouter, c'est un DMARC. Ça, c'est pour combiner au SPF pour des KIM. C'est pour qu'est-ce qu'ils vont faire avec les courriels qui sont non authentifiés. Donc, on peut mettre une adresse courriel là-dedans. Est-ce qu'ils nous l'envoient? Est-ce qu'ils mettent en quarantaine? Ils le rejettent? Comment ils procèdent avec ça? Comment ils traitent le... Oui, exact. C'est bien dit. Super. Merci. Hein? J'ai appris de toi. Hein? Excellent. Fait que il y a des outils là, que tu nous référais aussi, Dmartian.com. Dmartian.com qu'on peut aller voir pour s'assurer que c'est bien paramétré. Il y a aussi la MX Toolbox qu'on peut aller voir si notre DKIM est bien configuré, si le FPF est là, le SPF aussi est là. Des fois, on l'ajoute, ça peut prendre un certain temps avant que ça se répercute. Fait qu'on peut aller vérifier avant de dire que c'est fait. S'assurer qu'il est là, puis on le voit là, dans ces outils-là. C'est assez simple d'utilisation. Super. Mais, tu sais, malgré tout ça, on peut quand même tomber dans les spams. C'est pas parce qu'on a mis tout ça en place qu'à 100% que les emails qu'on va envoyer vont être reçus dans le inbox qu'on appelle de nos destinataires. Parce qu'il y a la structure, mais il y a le contenu de votre courriel aussi. Il y a certains mots ou certaines façons de faire qui vont faire un trigger, dans le fond, au niveau des échelles de receveurs de courriel, qui vont faire en sorte, ça, j'aime pas ça, je le mets dans les spams. Il y a certains mots, honnêtement, qui ont été répertoriés, qui font en sorte là, que gagner, gratuit, 100% garanti, ou cliquer ici, qui peuvent en effet partir des triggers, comme quoi que un larger penis aussi va sûrement faire en sorte que vous allez tomber dans les spams. Mais il y a des tu sais, à part tout ce qui est sexe, mettons, là, il y a quand même des mots un peu clickbait, comme on dit, qui vont faire en sorte que ça va faire on n'aime pas trop ce courriel-là. Exactement. Dans le fond, c'est un système de points. À chacun des mots-clés que le système va trouver ou des patterns, il va attribuer des points. Donc, il va donner, mettons, 0.6 points pour ça, 0.2 points. Mettons, un larger penis va probablement donner 5 points. Et puis, il y a un trigger sur le serveur qui dit dépasser 5 points accumulés, là, c'est un spam, ou en bas de 5 points, ou bon, peu importe. Ça, c'est configurable par l'administrateur réseau. Fait que c'est tout. Puis, il y a tellement d'autres algorithmes aussi qui vérifient. Surtout les liens dans le courriel aussi. Quand vous avez des liens dans le courriel qui amènent à un nom de domaine, il va vérifier que ce nom de domaine-là, il est légal puis qui est fiable. S'il a déjà été répertorié comme spam, ça va bloquer votre courriel. Fait qu'il y a des tonnes de variables qui peuvent bloquer tout ça. Oui, mais rapidement aussi, d'autres petits trucs, là. Trop de points d'exclamation ou de majuscules dans votre texte va faire en sorte, en effet, que ça peut flaguer ce système-là. S'il y a trop d'images, OK? Quelqu'un qui envoie juste une image dans un email, en effet, ça, c'est pas très bon parce que en partant, le chien n'est pas capable de lire l'image. Lui, il lit le texte. Fait qu'il va se douter qu'il y a quoi de louche dans l'image. Fait qu'il pourrait vous flaguer aussi comme quoi il y a trop de problèmes. Puis c'est quand on met beaucoup d'images, mettons qu'on fait une infolettre, il faut s'assurer que le contenu total ne dépasse quand même pas 1 meg parce que là, on va avoir des problèmes de délivrabilité parce que les images sont trop lourdes. En effet, là, ça va ralentir les systèmes. Puis ça aussi, le ralentissement du système va faire en sorte que vous allez tomber dans les spams. Donc, il faut être parcimonieux quand même avec l'utilisation de nos images et s'assurer qu'ils sont optimisés pour le web. Tu sais, on ne prend pas une image qu'on vient de faire avec le cellulaire sans au moins l'avoir réduit en qualité, en grosseur, parce que notre cellulaire, maintenant, il fait des images à 5 MB. Fait que si on commence à en mettre un peu partout dans notre courriel, on met des selfies ou on met des photos qu'on a prises d'éléments dans notre entreprise, mais rapidement, on peut dépasser notre fameux meg, qui est un peu la barrière là, un peu théorique pour l'envoi de courriel. Aussi, une chose à faire attention, vous achetez un super beau nouveau domaine, vous faites DMARC, SPF, puis tout ça, puis là, vous partez, vous faites envoyer 10 000 emails d'une shot avec un nouveau nom de domaine. Aïe, 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 aïe. Il y a une technique qu'on appelle réchauffer son domaine avant, justement, de partir en fou avec des envois. Donc, il est vraiment... C'est une meilleure technique de commencer avec envoyer 100 emails, envoyer 200 emails, y aller par petits pas pour réchauffer le domaine pour que, justement, les serveurs internationaux commencent à comprendre « Ah, OK, mais ce nom de domaine-là existe, il envoie. Parce que c'est rapide que si les gens commencent à cliquer dans le courriel que c'est du spam, ça ne prend pas beaucoup pour que justement votre nom tombe sur une blacklist.
rapidement, là, il y a des outils là, justement pour valider que si notre nom de domaine est sur une blacklist. Là, on pourra mettre ça dans les commentaires en dessous du vidéo, là, mais mxtoolbox.com/blacklist va vous amener un outil où on met notre nom de domaine, puis il y a 72 blacklists différentes qui vont vous dire, OK, bien, si il l'a sur sa liste ou non. Ça va faire en sorte, en effet, que si vous êtes sur plusieurs listes, mais les logiciels de Gmail, Outlook, tout ça, se réfèrent à ces outils-là pour voir, en partant, bien, s'il est là-dessus, bien, parfait, moi aussi, je le bloque. Puis vous êtes... c'est bien, bien dur de sortir de cette blacklist-là après ça pour être capable de faire des envois. Donc, si vous commencez à faire un nouveau nom de domaine, bam, 10 000 emails, puis le monde, ils ne comprennent pas trop pourquoi ils reçoivent ça, mais en effet, il y a plus de chances que vous tombiez sur... que vous faites identifier comme un spammer et que là, vous êtes dans un engrenage infernal. Exactement. Puis ça n'en prend pas beaucoup, hein, Pat? Ça ne prend pas énormément de personnes qui flaguent comme spam de mémoire. Non, vraiment pas. Puis en plus, juste le fait que le domaine soit nouveau, là, aussitôt qu'il est nouveau, parce que c'est ce que les spammers font, ils s'enregistrent des noms de domaine puis ils se mettent à envoyer toutes sortes de cochonneries. Dès que le domaine est nouveau, les flags sont tous ouverts. Puis mais effectivement, les serveurs de Google, en fait, c'est comme un ratio. C'est-à-dire que si, par exemple, on envoie 100 emails, on a droit à 0,1 % de courriel qui est flagué comme spam avant que ça soit flagué. Fait que si tu en envoies 1000, c'est 10 courriels. Fait que si tu envoies 1000 courriels puis il y a 11 personnes qui te flaguent comme un spam, automatiquement, tu es comme flagué comme suspect. Fait que faut vraiment faire attention à ça, c'est primordial. Puis, en fait, l'élément est de base, là. C'est pour ça que la loi, c'est pas 25, c'est 28. 28. On va en parler tantôt, d'ailleurs. On va en parler. Donc, c'est pour ça qu'il y a des lois qui régissent l'envoi de courriel marketing. Si vous envoyez un courriel à des gens qui ne l'ont pas demandé ou qui n'ont jamais fait affaire avec vous, bien, automatiquement, ils vont dire ça, c'est du spam. Puis là, s'il y en a plus que 0,1 % qui font ça, bye-bye, vous avez des problèmes. Exactement. Donc, c'est important. C'est ça, il y a plein d'outils qui existent là, justement pour valider ce qu'on envoie est-tu bon. Donc, mail-testeur.com, on mettra dans les liens aussi, permet de tester votre email. Donc, vous l'envoyez à cette adresse-là en premier. Il va vous donner un score. Est-ce que, justement, vous allez finir dans les spams ou non? Et déjà, ça va vous donner une petite idée, là, justement, du taux d'ouverture puis tout ça, qu'est-ce que ça peut donner. Oui, puis en plus, cet outil-là, il est super pratique parce qu'il valide le DKIM, le SPF, puis tous ces éléments-là. Puis il va vous l'afficher si votre domaine est mal configuré. Fait que c'est super pratique. Ouais. Une pierre, deux coups. Exact. Une fois qu'on fait des envois, on fait quoi après? Bien, quand on a fait les envois, ce qu'il faut faire, c'est faire les tests et les suivis. Je suis tout mêlé dans mes feuilles, j'avais les doigts gelés, tout ça. Bien, test et suivi, bien, c'est ça, là, on vient de parler de MailTester. Fait qu'avant de faire l'envoi, sur MailTester, c'est super simple. On arrive sur MailTester, il nous met une adresse, on envoie notre courriel à cette adresse-là, puis on voit le rapport tout de suite après. C'est super simple. Puis comme Pat dit, ça nous dit exactement qu'est-ce qu'il faut vérifier, les DKIM. Ça nous met aussi des flags sur des mots, sur des liens qu'on n'a pas pensé qui pourraient être problématiques. Puis à partir de là, on peut ajouter notre courriel, puis on peut le retester, puis après ça, on l'envoie, puis c'est bien correct. Donc ça, c'est avant d'envoyer, évidemment, en plus de faire tout ce que tu as dit avant. Puis après ça, bien, après l'envoi, ce qu'il faut faire, il faut vérifier les stats, les taux d'ouverture. Il faut vérifier, par la suite, on peut aller vérifier aussi si notre domaine a été flagué. Donc, il y a des petits outils. On a le talosintelligence.com. On peut aller là, on peut mettre notre nom de domaine, puis il nous sort une petite liste pour voir si si notre réputation de domaine est encore bonne pour l'envoi. Il y a aussi, il y en a un autre que je n'avais pas noté, mais qui est, c'est celui-là de Google. Là. Il y en a un qui, tu peux aller vérifier la réputation de ton domaine sur Google directement. On l'a plus tard, je pense. Ouais, c'est ça, je l'avais vu, puis là, je ne le voyais pas. Donc, puis on analyse le taux d'ouverture, le taux de clic, puis les plaintes. Par la suite, avec le taux d'ouverture, le taux de clic, peut-être que là, il va falloir faire des tests A/B qu'on va parler tantôt pour l'objet, les liens dans nos courriels, qu'est-ce qu'on veut faire pour qu'il y ait plus de... nos statistiques soient meilleures puis qu'on atteigne plus de gens avec notre courriel. Excuse-moi. Un autre élément qui est super important, là, c'est que, justement, pourquoi on vérifie les plaintes puis les gens qui se désabonnent, c'est que c'est primordial que si quelqu'un se désabonne de votre infolette et qui ne veut pas la recevoir, que vous arrêtiez absolument de lui envoyer des courriels. C'est pour ça que tous ces logiciels-là, comme MailChimp et Camelot, ils ont ce qu'on appelle une liste de désabonnés inactifs.
Puis le logiciel va s'assurer que même si vous oubliez d'enlever cet utilisateur-là dans votre liste de distribution, il n'enverra plus jamais de courriel à cette personne-là. Parce que, justement, ceux qui ont flagué votre courriel comme étant indésirable, si on continue de leur en envoyer une deuxième fois, bien là, le dommage est encore plus élevé, puis Google va vous bloquer plus rapidement par la suite. Une fois qu'on sait tout ça, puis qu'on s'est fait faire peur là, par tout ce qu'on vous a dit, il faut quand même construire le courriel comme tel. OK? Fait que c'est quoi les fondamentaux, si on veut, là, de la construction d'un email au niveau de communication? Là? Si on sort un peu du technique ici, OK? Fait que quand on construit notre email, il faut aussi dire, OK, mais il va servir à quoi? À générer des leads, à fidéliser, à informer. Donc, c'est pas le même message qu'on va mettre dans notre courriel selon, justement, c'est quoi le but, dans le fond, de notre communication. On peut avoir une série de courriels, justement, qui, une fois qu'on a généré un lead par une campagne de publicité, mais qu'on n'a pas le temps de le rappeler, mais il va y avoir une série d'actions avec un texte différent que quand la personne a fait un achat, il va recevoir une confirmation de son achat, mais après ça, il va peut-être avoir des conseils pour utiliser son produit. Donc, il faut réfléchir un peu au but pour lequel on veut utiliser le courriel, mais c'est tout le temps rentable d'avoir une stratégie de courriel en quelque part dans l'entreprise qui va faire en sorte que vous n'aurez pas besoin, vous, de prendre du temps et d'appeler, dans le fond, ces clients-là. Appeler un client, c'est time-consuming, puis on en fait juste un à la fois. Les courriels, on peut le faire en masse, donc on peut le faire à coup de 10, à coup de 20, à coup de 100, à coup de 2000. Donc, comptez le temps que vous allez sauver en communication verbale à envoyer des courriels à plusieurs gens en même temps. Fait que ces courriels-là peuvent inclure autant, en effet, comme on disait, du texte, faire attention, en effet, aux mots qu'on utilise. On peut inclure là-dedans de l'image. On peut inclure du vidéo dans la mesure où ça va être du faux vidéo, dans le sens que c'est une image qu'on clique dessus qui va nous amener à notre vidéo. Il y a un seul logiciel présentement qui... Le vidéo est intégré directement dans le courriel, c'est BombBomb. Tous les autres logiciels vont utiliser des vignettes. Dans le fond, on va voir que c'est une vidéo, on va cliquer dessus, ça va nous amener à un YouTube, à un Vimeo ou à notre site Internet où on aura placé cette vidéo-là. Mais d'inclure de la vidéo, dans le fond, pour montrer aux gens qu'on a un message vocal ou un message vidéo à leur présenter va fonctionner aussi très bien. En effet, il y a des gens qui aiment moins lire, il y a mieux avoir une interaction directe un peu plus avec vous. Donc, d'inclure cette vidéo-là là-dedans, ça peut très bien fonctionner. Il y a ce qu'on appelle l'art du stop scrolling. Okay? Donc, quand on reçoit, en effet, les courriels, dans votre boîte courriel, vous voyez en effet un paquet de sujets. Puis, moi, en tout cas, dans mon Gmail, entre autres, tout ce qui est promotionnel tombe dans un onglet différent de ce qui vient de mes amis ou de gens le plus en lien direct avec moi. Donc, quand je consulte mon promotion, moi, en effet, je vois un paquet de courriels, puis lesquels qui vont faire en sorte que je vais aller cliquer dessus, mais souvent, l'utilisation d'emojis peut être intéressante. Faire attention avec la surutilisation des emojis. En effet, quand on tombe à 2, 3, 4, là, on peut tomber en effet dans les triggers pour faire partir les anti-spams. Mais si on utilise un, absolument, on est correct. Je vous conseille de le mettre plus au début de votre phrase qu'à la fin, parce que comment la personne est configurée là, dans son logiciel de courriel, les fins de courriel, les fins de titre peuvent être tronquées un peu. Donc, vous avez plus de chance en le mettant au début. Ça va faire un pop de couleur un peu là, à travers la liste de courriels. Donc, peut-être que vous allez attirer un peu plus l'œil, puis il va faire en sorte qu'il y aura un peu plus d'ouverture de votre courriel par rapport à un autre. Fait que ça peut être un super bon point. Sinon, je voulais qu'on parle de drip ensemble. On peut parler de drip. C'est quoi un drip? Bien, drip, c'est une séquence de courriels qu'on envoie suite à soit un abonnement à notre infolette, soit quelqu'un qui est sur notre panier d'achat puis qui va jusqu'au panier, puis finalement, il abandonne son panier après avoir rentré son courriel. Mm-hmm. Donc, on envoie un courriel pour l'aviser qu'il s'est bien inscrit à notre infolette. Puis, par la suite, on peut renvoyer un autre courriel au début, dans la phase initiale, peut-être aux 2 jours. Par la suite, on peut tomber dans une autre phase qui est un peu plus longue, qu'on envoie des courriels plus espacés. Mm-hmm. Mais c'est toujours pour tenir la personne en haleine puis essayer de l'amener à faire son achat, ou si c'est un achat qui est plus compliqué que juste acheter un crayon, mettons, c'est acheter une maison, bien, il faut l'entretenir le plus longtemps possible. Puis on peut aussi, dans le drip, pendant qu'on fait notre drip, on peut aussi segmenter les auditeurs, pas les auditeurs, en tout cas, on peut segmenter notre envoi, non, dans le sens qu'on peut envoyer les abonnés, mettons. Oui, c'est ça. Nos abonnés, on peut garder le même drip pour tout le monde, mais à un moment donné, s'il y en a un qui clique sur notre lien ou qui n'a pas ouvert le courriel du tout, bien là, on peut faire en sorte
une règle qui dit, s'il n'a pas ouvert le courriel, j'y renvoie un autre courriel pour y rappeler que j'ai envoyé un courriel. OK, j'aime ce que tu dis, là, dans le fond, une règle. Fait que ce que tu dis d'envoyer, là, c'est pas de l'envoyer à la main. C'est d'automatiser le processus. Absolument, c'est d'automatiser le processus dans nos systèmes. Donc, dans les systèmes qu'on a parlé tantôt, tout ça est possible. Donc, on automatise le système. Si la personne s'est abonnée à notre infolette, donc il a été ajouté à tel groupe dans notre système, à partir de là, on lui envoie un courriel de bienvenue. 3 jours plus tard, on lui envoie un courriel pour on a une promotion ou peu importe, dépendamment de ce que... Si le 10 de rabais, si on a prévu 10 de rabais s'il s'abonne à l'infolette, mais il le reçoit après. Il le reçoit 10 de rabais, puis là, par la suite, on laisse passer une couple de jours. C'est sûr que c'est toujours une question de fréquence, de timing aussi. Faut-tu l'envoyer 5 courriels dans la première semaine? Non, ça se peut qu'il se désabonne après 3 parce qu'il va être tanné d'avoir nos courriels. Selon la pertinence ça ramène la phase de test. Oui, c'est pas parce qu'on met un système en place qu'après ça, il est béton puis on le laisse aller. Exactement. C'est ça, exactement. Si on voit dans nos stats, mais après 4, c'est là qu'on a tout le temps des désabonnements, mais OK, mais il y a de quoi... Qu'est-ce qui n'est pas correct rendu là? Es-tu trop proche? Le contenu n'est pas intéressant? C'est exactement. Fait qu'il faut toujours... Le drip, il faut toujours le suivre puis voir jusqu'à où ça se rend. Si on voit que ça se rend jusqu'à la fin puis ça marche bien, tant mieux. Ouais. Puis, comme je dis, donc, s'il y a des places où est-ce que ça bug un petit peu puis les gens se désabonnent, peut-être espacer un peu plus les courriels, peut-être changer notre courriel, changer notre type de courriel. S'il y a des gens qui cliquent sur des boutons puis par la suite, on envoie le même courriel qu'à tout le monde, c'est là qu'on peut segmenter notre audience, de dire, ceux qui ont cliqué sur le bouton, ils tombent dans un autre, ils sortent de ce drip-là puis ils partent ailleurs. C'est ça. Souvent, les modules de drip des différents outils courriels, c'est un peu comme un arbre. Oui. Fait que là, on a le tronc commun, puis en effet, selon il clique, mais là, bam, il pogne une branche de côté, puis il prend l'autre branche, puis là, OK, mais il a recliqué à une autre place. Fait que, honnêtement, on peut se ramasser avec un arbre de discussion quasiment là, avec nos courriels. Absolument. Puis, ce qui est important aussi, c'est le bon timing quand envoyer ces courriels-là. C'est sûr que là, je peux dire mardi, mercredi, jeudi, c'est les meilleures journées, mais en même temps, on le sait que le samedi matin aussi, c'est des bonnes journées. Fait que c'est selon aussi votre clientèle, votre industrie. Puis l'heure, si on fait des recherches, ça va nous dire entre 9h et 11h, mais en même temps, ça se peut que le samedi, ça soit plus à 8h le matin qu'il y en a qui, en prenant leur café, peu importe, dépendamment si c'est des lève-tôt ou des lève-tard. Fait que c'est vraiment à tester aussi dans votre drip qu'est-ce qui est le mieux pour vous, puis selon l'entreprise que vous avez. Puis à partir de là, on fait test et erreur, puis on se réajuste, puis on essaie d'amener le client à faire l'achat ou... Puis on entend souvent dans le milieu du courriel le A/B testing. Oui, exactement. On teste quoi, dans le fond? Le A/B testing, c'est plus pour le courriel comme tel que pour tester le drip. Mettons, on veut envoyer un courriel, on peut le faire aussi dans des publicités, mais mettons, dans ce cas-ci, dans le courriel, ce qui est important avant de faire l'A/B testing, c'est de se fixer un objectif. OK, on veut tester, mais pourquoi? C'est pour que la personne clique sur le lien, c'est pour la personne s'abonne à notre webinaire, pour la personne achète quelque chose. Donc, ça nous prend un objectif clair. À partir de cet objectif-là, là, on peut aller faire du A/B testing. Moi, je conseille, pas juste moi, la majorité des gens, je dirais qu'ils conseillent de tester une ou deux choses à la fois, de ne pas envoyer 2 courriels complètement différents. Peut-être essayer l'objet, mettre 2 objets différents, 2 textes différents dans le contenu. Peut-être changer notre call to action dans notre courriel. Abonnez-vous maintenant ou inscrivez-vous, je ne sais pas trop. Mais si on teste tout en même temps, on ne saura pas lequel des deux est le mieux parce qu'il y a trop de trucs qui sont différents. Exactement. Puis aussi, ce qu'on peut faire aussi, c'est que si on a une grande audience, on peut segmenter notre audience puis faire des A/B sur chacune des audiences, ce qui fait que nos tests vont aboutir plus rapidement parce qu'on le fait sur plus de monde puis plus de types différents de courriels. Tu sais, l'échelle comme MailChimp puis Camelot, tout ça, quand on fait une infolette, exemple, on fait un envoi, on fait un A/B testing, ils vont souvent avoir l'option disponible, là, puis vous allez mettre en effet les différences, puis là, vous allez mettre le seuil de « OK, mais moi, c'est le taux d'ouverture que je veux calculer », fait qu'il va commencer par l'envoyer à 100 personnes, puis lequel des deux a le plus haut taux d'ouverture, puis OK, mais lui, il est plus 18, puis lui, il est 10. Le restant de la liste va recevoir la version B, tout simplement. Donc, souvent, le A/B testing, en plus, il peut s'automatiser pour que le restant reçoive les bons trucs. Absolument. Ce qui est important, c'est quand on a fait ça, de l'analyser puis d'utiliser notre bonne méthode qu'on a trouvée pour notre clientèle. Mais saviez-vous qu'en effet, on ne peut pas faire n'importe quoi en email marketing? Il y a des lois, OK? Il y a des réglementations. Au Canada, on a la loi C-28 qui, en effet, nous demande d'avoir un consentement obligatoire avant d'envoyer des courriels.
Le consentement est comment? C'est soit parce que vous avez une case à cocher en quelque part là, dans votre site Internet comme quoi ils veulent recevoir des courriels de votre part, ou la chose que les gens savent moins, puis justement, c'est là que les clients chialent plus, mais ils ne se rendent pas compte de cette réglementation-là, c'est qu'on peut avoir un consentement tacite qui est valide parce qu'on a une relation d'affaires avec l'entreprise. Une relation d'affaires, c'est quoi? C'est un achat dans les 24 derniers mois ou une demande d'information dans les 6 derniers mois. Donc, si quelqu'un vous envoie par courriel une demande, « Hey, c'est quoi vos heures d'ouverture? » Bien, en effet, vous avez tout à fait le droit de prendre ce courriel-là et de le mettre dans votre envoi d'infolette. Vous avez eu une relation d'affaires. En effet, il n'a peut-être pas passé à l'achat, mais pendant les 6 premiers mois, vous avez tout à fait le droit de lui envoyer des courriels, dans le fond, d'utiliser son courriel pour faire des envois. Et c'est là que les gens, souvent, ne savent pas. C'est que le consentement tacite existe au Canada. C'est pas juste, en effet, d'avoir absolument une case à cocher, puis c'est le seul moyen d'avoir un email. Non, on a quand même une certaine liberté. Le législateur nous a donné quand même un petit 6 mois. On est capable, en fait, de le transformer en consentement exprès, donc d'avoir la fameuse coche ou un accord comme tel avec le client, et là, de l'embarquer pour 2 ans avec notre liste d'envoi comme telle. Ou jusqu'au désabonnement. C'est exactement là que j'arrivais. C'est que, bien, un petit peu plus loin, mais dans le fond, il y a 3 éléments à la loi. 1, c'est le consentement obligatoire, donc soit tacite ou exprès, comme on appelle. 2, c'est une identification transparente. On ne peut pas envoyer un email sans qu'au minimum, il y ait un moyen de vous contacter, soit téléphonique, soit l'adresse postale. Donc, en effet, c'est important d'inclure ça dans notre pied de page. Souvent, on va mettre justement c'est quoi l'entreprise, c'est qui vous représentez dans le fond, c'est quoi l'entreprise qui envoie ce courriel-là. Donc, c'est important de savoir que les gens ne sont pas dans l'ignorance. Hey, c'est qui eux autres. Et le 3e élément important de la loi, c'est justement un désabonnement facile. Donc, normalement, il devrait y avoir un lien dans le bas de votre envoi qui fait en sorte qu'on peut se désabonner ou une mention du moins faites reply et mentionnez désabonner pour, au minimum, là, si vous n'avez pas un système évolué, vous faites un peu à la mitaine un peu. Il faut avoir la mention comme quoi que justement, on a juste à faire un reply pour se désabonner pour avoir cette mention-là. Et il faut traiter la demande de désabonnement dans les 10 jours. C'est ça que la loi nous mentionne, mais souvent, si on a le lien, c'est automatique. Dès qu'on clique dessus, ça se fait. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Et sinon, en effet, il peut y avoir des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 1 million de dollars pour un individu et 10 millions pour une entreprise. Donc, j'ai rarement vu des cas qui se rendaient jusque-là. Le monde prenne action habituellement avant, là, mais... Oui, parce que ça fait mal, 1 million pour un individu. J'ai pas entendu parler de cas comme ça. Fait que, dans les bonnes pratiques, il faut s'assurer, en effet, là, de la conformité. Mais il y a, en plus de la loi C-28 qui existe au Canada, on a une loi québécoise qui est arrivée en 2021, qui est la fameuse loi C-25. Mais pas le C-25, c'est juste la loi 25. La loi 25. Ouais. Je pense pas qu'il y a de C. Non, C, c'est pour le Canada, justement. La fameuse loi 25. Là, okay? Tout le monde a entendu parler de ça. Il y a eu un branle-bas de combat, particulièrement en immobilier, qui nous a affectés. Mais la loi 25 ne vous empêche pas d'envoyer des courriels. La loi 25, en effet, elle se rajoute. C'est un layer de plus. Mais cette loi-là spécifie, dans le fond, qu'on est capable de traiter les données de notre client. Donc, pas de ne pas envoyer l'information, mais que s'il se désabonne, ou si le client le demande, on peut lui remettre l'information qu'on a sur ce client-là et qu'on est justement eux autres, le client est tout à fait en droit de savoir à quoi va servir l'information s'il vous en donne. Donc, en effet, c'est un peu complémentaire, mais un n'empêche pas l'autre. Tu sais, dans le fond, quand la loi est arrivée, tout le monde dit « Ah, ben là, je ne peux pas envoyer d'email à personne. » Non, c'est pas ça que ça dit, la loi. Ça dit juste que le client a le droit de dire « Hey, moi, je veux que tu m'effaces de ta base de données au complet. Je veux pas juste que tu me désabonnes, je veux que tu m'effaces. » Ou « Je veux savoir c'est quoi toutes les données que tu as sur moi. » Donc, avoir une déclaration de droit de confidentialité sur son site Internet devient important, mais ça n'empêche pas de faire du email marketing du tout. Les deux lois sont tout à fait en accord un avec l'autre. La loi 25, mais c'est justement les fameux pop-up qu'on a sur les sites web depuis... 1 an et demi. Oui, il y en a que c'est depuis moins que ça, mais peu importe. Donc, accepter les cookies ou ne pas les accepter. Accepter les cookies ne fait pas dire « Hey, je veux pas d'email. » Pas du tout. Exactement. Exactement. Fait que si la personne n'accepte pas les cookies sur votre site, mais remplit un formulaire de demande d'information, mais bingo, il a décidé de son plein droit, dans le fond, de vous donner ses coordonnées pour que vous le contactiez. Ouais. Donc, parfait, on peut continuer, puis on a une relation, là, un consentement exprès là, avec ça. Exact. Et voilà. Et dans le fond,
tout ça va faire en sorte, en effet, qu'on va protéger sa réputation d'expéditeur et on ne tombera pas sur les blacklists parce que, justement, on va avoir une bonne pratique. Donc, c'est vraiment Absolument. l'importance de tout ça. C'est très important de bien faire ça pour, justement, parce que, comme tu disais tantôt, si on tombe sur une blacklist, très, très difficile de sortir de ça. Donc, il faut éviter ça à tout prix. Mais, sachant tout ça... La pire chose à faire. La pire chose à faire. C'est quoi, Steve, la pire chose à faire? Ouais, je dirais d'acheter des listes de contacts. Je n'ai pas de mots pour ça. Il ne faut pas acheter de liste de contacts. Ne jamais acheter de liste de contacts. Écoutez, c'est la pire chose à faire, OK? La personne n'a aucune relation d'affaires avec vous, n'a aucune idée de vous êtes qui. Et là, vous achetez une liste de 10 000, de 20 000, de 30 000 noms, puis vous allez envoyer ça out of the blue. C'est certain qu'il va y avoir du haut taux de désabonnement. Puis même du haut taux de désabonnement peut affecter votre blacklist. C'est pas juste qu'ils vont vous flaguer spam, mais si les logiciels comprennent que vous avez un taux de désabonnement super élevé, ils vont comprendre que vous êtes du spam de toute façon. Donc, à ne pas faire, à proscrire. Ça va pas mal plus loin que ça en plus. C'est que les logiciels de courrier comme par exemple MailChimp et tout ça, là, si eux ont des systèmes pour détecter des courriels qui se retrouvent dans des listes qui sont vendus sur le black market puis tout ça, puis s'ils se rendent compte que vous utilisez ces courriels-là, c'est que ça vient absolument d'une liste qui était sur le ça, c'est comme des faux, dark web. Des faux emails, dans le fond, qui laissent passer pour détecter. Là. Des honeypots, là, donc ils créent des faux emails que personne n'a créés, puis ils viennent les insérer dans cette liste-là pour que si vous l'utilisez, ça flague comme quoi vous avez pris cette liste-là absolument. Donc, vraiment un très gros danger. Mais on finit quand même sur une bonne note. Je veux qu'on parle rapidement de signature courriel, parce que là, c'est une chose d'utiliser, en effet, les systèmes automatisés, mais votre courriel que vous utilisez dans votre Outlook ou dans votre Gmail, quoi que ce soit, il y a moyen de mettre des signatures courriel. Et une des bonnes choses à faire, c'est de mettre quand même des liens dans ce courriel-là. Et au minimum, de mettre les informations complètes. Honnêtement, tout ce qu'il y a sur votre carte d'affaires devrait être sur votre signature courriel. Ça peut être une image, c'est pas grave, mais le nombre de clients que j'envoie un courriel, puis ça me dit « appelez-moi », puis là, j'ai même pas le numéro de téléphone, dans le fond, dans le courriel, il faut que je me casse la tête, dans le fond, pour aller le retrouver dans une base de données ou sur un site Internet. Au minimum, mettez les informations de contact sur votre signature courriel. Vous allez avoir un meilleur taux, justement, là, de retour là, quand vous faites des envois. C'est de faciliter la vie, dans le fond, de la personne qui reçoit votre courriel pour passer à l'action aussi. Là. Donc, c'est important de l'intégrer. Absolument. Puis c'est pas très compliqué à ajouter juste un numéro de téléphone puis le lien de notre site web. Là. Si on Au fait minimum, juste la base, c'est pas très ça. compliqué à faire. Si vous êtes un magasin, mais de l'adresse aussi où on peut aller faire les achats peut être une chose importante. Mais si vous êtes plus du type de service à la maison, mais peut-être en effet un site web puis un numéro de téléphone, au minimum, ça va être gagnant pour vous. J'espère que ça a été clair. Vous allez voir, en dessous de la capsule, il y a plusieurs liens que je vais intégrer. Tous les outils qu'on a mentionnés vont être présents pour être en mesure justement là, de cliquer et d'avoir les fameux outils pour s'assurer qu'on n'est pas sur une blacklist, qu'on a nos outils d'SPF, DKIM, DMARC, et au pire, de contacter son technicien pour s'assurer qu'on a un setup optimal pour être en mesure justement d'avoir des retours intéressants. Je vous invite encore une fois à vous abonner, YouTube, Facebook, Spotify, vous n'allez manquer aucun conseil qu'on peut vous donner. Et à notre infolette. Et on se revoit le mois prochain. Le balado ID3 est une présentation de monexpertnumérique.com. Réservez 1 heure de consultation avec nos experts en marketing numérique, publicité en ligne, référencement web et beaucoup plus. Vous trouverez réponse à vos questions sur monexpertnumérique.com.